J'ai le plaisir de recevoir Alice Tourbier, qui est propriétaire des hôtels des Sources de Caudalie et des Sources de Cheverny. Mais je crois que ce n'est pas uniquement ces deux lieux-là. Il y a l'Alsace, il y a la Bourgogne qui arrive. Bonjour à toi, Alice. Bonjour et merci d'en parler. Oui, c'est vrai qu'on a deux nouveaux venus dans le groupe hôtelier. On essaie avec mon mari de constituer la Compagnie des hôtels du vignoble et de s'implanter dans ces différentes régions viticoles françaises. Et donc on a eu le plaisir d'intégrer le château de Gilly en Bourgogne, qui est absolument magnifique, qu'on exploite là tel quel jusqu'à la fin de l'année, mais qu'on va rénover lourdement. Et en Alsace, le château d'Isenbourg. Alors ça, c'est un projet familial en fait, parce que à la base d'ailleurs, ton papa, si je ne me trompe pas, est lui-même entrepreneur. Tout à fait. Il a créé une belle marque qui est le groupe Go-Sport. Il a été champion de ski. Et puis ce côté, je dirais, de montagne, des Alpes, tu l'as au fond de toi, hein? Ben oui, moi j'adore la montagne, j'adore la nature, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans cet esprit d'entrepreneur, cette envie d'avancer et ce sentiment de quand on veut, on peut. Et donc, dans ma famille, il y a une émulation saine. Ma sœur a créé les crèmes Caudalie. Mon papa, lui, s'est recyclé avec ma maman, parce qu'on travaille en couple aussi, c'est le modèle familial. Oui, c'est ça. Alors justement, comment on travaille en vignoble. couple avec ton mari, par exemple? Eh ben, avec mon mari, on s'est rencontrés tout jeune. Et quand je l'ai vu, je ne me suis pas dit, tiens, c'est avec lui que j'ai envie de faire ma vie professionnelle. J'étais vraiment sur d'autres projets de famille. Ouais. Et puis, dès le début, on a chacun pris des responsabilités. On s'est mis tous les deux à 50-50. Vous avez réparti les rôles? On s'est réparti les rôles. Moi, je trouve la partie la plus sympa avec la décoration, l'expérience client, vraiment la partie vente, marketing. Et lui est plus sur la gestion des finances et le développement. Et on arrive à trouver un bon équilibre familial en même temps. Oui. Bah oui. Le soir, on arrive à tourner la page et non, tout va bien. Alors, on parle souvent d'une entreprise économiquement, écologiquement responsable, ton entreprise. Tu peux nous détailler un petit peu les actions et ton plan? Oui, alors depuis le début de notre aventure hôtelière, on sait que ce qui fait notre force, c'est la nature qui nous entoure, c'est la vigne, parce que le fil conducteur dans nos hôtels, les Sources de Caudalie, les Sources de Cheverny, c'est la vigne. Et donc ça va de fait d'être responsable et d'aller pousser le curseur plus loin. Par exemple, aux Sources de Caudalie, on fait partie des palaces de France et on est très heureux d'être en cours de labellisation, c'est dans les jours qui viennent, pour être éco-certifié avec l'écolabel européen. Et on sera, je pense, le premier palace écolabel, mais je trouve que les deux vont de pair. Le luxe doit aller montrer l'exemple sur ce tourisme responsable. Je veux dire, c'est du luxe, mais ce n'est pas du luxe ostentatoire. C'est un luxe qui s'est innové, qui s'est transformé le beau en magnifique. Innovation, transformation, important pour vous? Important, et puis aussi ce côté authenticité. Enfin, nous, pour le luxe, on n'a pas l'histoire ou les ors du Bristol, donc on le trouve vraiment dans cette terre, ces racines de vigne, et on se doit, encore une fois, d'être responsable et de faire ces petits gestes du quotidien qu'il faut. Aujourd'hui, ton groupe, c'est à peu près combien de salariés? À peu près? À peu près 400. 400, oui, donc vous recrutez des gens de qualité à différents postes, donc vous recrutez des talents. Pour toi, le talent d'une personne, c'est quoi? Alors c'est difficile parce qu'on recrute des profils très différents. On a beaucoup de gens qui sont en service, donc là le talent, la qualité numéro une pour moi c'est le sourire, c'est aimer l'autre, c'est aller au-devant de ses attentes, c'est vraiment enchanter le séjour des clients, et ça je crois qu'on peut être fort que si on a soi-même cette disposition-là à vraiment sourire et à aimer ça. Et puis après, on a aussi des gens qui sont un peu plus techniques, je dirais, en cuisine ou au spa, donc plein de talents. Parfois, les femmes n'osent pas entreprendre. Face à la caméra ici, tu aurais envie de leur dire quoi? De croire en soi et d'aller au bout de ses idées et de ne pas se laisser démonter, mais il faut se battre, c'est sûr. Il faut y aller. Il faut y aller. Avec volonté, avec optimisme, avec Ouais. beaucoup de simplicité aussi, de proximité humaine avec les gens. Je crois, et puis de faire de façon naturelle, parce qu'il n'y a rien de pire que quand ça sonne faux.
Être vrai, en fait. On pourrait le dire comme ça, Alice Tourbier. Exactement. En tout cas, tu l'es. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup de plaisir de recevoir Philippe Ginestier, qui est associé fondateur du cabinet Ginestier Palais Vincent et en même temps de Gino Legaltech. Alors, tu es originaire de Montpellier. Oui, tout à fait. Hein, vive l'Occitanie, on va le dire. Et puis, tu as une vocation, c'est celle d'être avocat. Et en même temps, tu as une passion, c'est celle d'être dans la techno depuis les années 80. En fait, tu as deux casquettes. Comment on arrive à gérer ces deux casquettes? On mène une vie double. Hein. Tu n'es pas agent double, mais tu as une vie double. Non, j'ai une vie double. J'ai une vie double, on mène une vie double. C'est deux boulots, mais c'est deux boulots qui se complètent, hein, parce que ma Legaltech, évidemment, est dans le domaine du droit. Et donc, les deux se complètent parfaitement. Et m'amène à regarder ce qui se passe. Le domaine du droit est le domaine aujourd'hui le moins digitalisé. Quand tu vas dans une entreprise, dans la majorité des entreprises, le top de la technique juridique, c'est Word. Oui. Ça va pas très loin. Pourquoi? Il y a une raison très intéressante et qui est importante de comprendre. Nous sommes les spécialistes de ce domaine de l'intelligence humaine que les logiciens appellent la logique floue. Dans les autres domaines, on a des valeurs de vérité qui sont 0 ou 1. Nous, c'est toujours entre les deux. Quand tu vas voir ton avocat, il te dit « ça se plaide ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça se plaide? Ça veut dire, je ne sais pas te dire si c'est 0 ou 1. Hein, il te dit, l'avocat, tu devrais y avoir 75%. Hein, c'est 0,6 entre 0 et 1. Un fin jury, ce qu'on appelle le fin jury, c'est celui qui s'est décidé dans un monde de logique floue. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, la digitalisation a eu du mal. Mais là, l'intelligence artificielle générative, celle qui arrive, est basée sur la logique floue. Alors justement, mon cher Philippe, l'IA, est-ce que c'est une menace dans la profession d'avocat ou pas? Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité formidable, mais ça va être une révolution extrêmement rapide, qui va tout changer. Nous allons passer d'un métier avec le crayon et le papier à un métier où on va devoir apprendre le prompt engineering. Mais ça, tous, on doit l'apprendre. Hein. Tous, on doit l'apprendre. C'est l'art de dialoguer avec les intelligences artificielles et d'en obtenir ce dont on a besoin. Et au cabinet, on va former tout le monde au prompt engineering. Et à partir de là, notre métier va être rehaussé formidablement. C'est un collaborateur, mais inouï. Mais il ne faut pas se fier à ce qu'il fait, il faut le vérifier, il faut le contrôler. Mais on ne fait plus que la partie noble du travail. Et ça, c'est vraiment un progrès formidable. Progrès avec les IA génératives. Donc tu as autour de toi, je ne sais pas combien vous êtes de salariés aujourd'hui. On est 70 dans le cabinet. 70, oui. Et donc tu recrutes des gens de qualité, ce qu'on appelle souvent des talents. Oui. Pour toi, un talent, c'est quoi, mon cher Philippe? Alors, le talent, c'est quand même spécial. Le talent, pour moi, c'est les gens qui ajoutent à l'action humaine la 4e dimension. La 4e dimension s'appelle l'émotion. Hein, quand tu écoutes un pianiste, il ne te donne pas l'émotion. Ceux qui donnent l'émotion sont ceux qui amènent la 4e dimension. Dans le domaine de l'émotion intellectuelle, qui est un domaine quand même privilégié, tu as les gens qui t'ouvrent une voie nouvelle. Tu poses un problème et il y a quelqu'un qui, out of the box, t'amène une solution à laquelle tu n'avais pas pensé. Dans le domaine politique, ce sont les gens qui amènent une vision, une perspective qu'on n'avait pas. Le sommet du talent, c'est Martin Luther King. I made a dream. On ne peut pas faire plus simple comme phrase. Et c'est à la fois une émotion terrible, même en la prononçant, je l'ai, et en même temps une perspective formidable à notre monde. C'est ça le talent. La 4e dimension. Quand on t'écoute, on voit un homme qui a un engagement, on a un homme qui a eu une vocation, on voit un homme qui a une véritable passion sur l'innovation, sur la transformation par la technologie de son métier. En fait, on a un homme vrai. Et je voulais tout simplement te dire un très grand merci, Philippe Ginestier. Merci à toi. Merci. Quel plaisir de recevoir Sandrine Charpentier, la CEO d'une start-up qui s'appelle Mixity. Bonjour à toi, Sandrine. Bonjour, Patrice. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que ça a été facile au départ? Est-ce que tu as rencontré, j'allais dire, que des gens qui voulaient t'aider? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient très intéressées par ce qu'on faisait avec Mixity, puisque notre objectif, c'était de mesurer la diversité de l'inclusion. Donc, c'est voilà, un vrai sujet innovant, un enjeu de société aussi important et un enjeu pour les entreprises. Après, la mesure de la diversité et de l'inclusion, quand on a commencé à en parler avec mes associés Dominique et Jérôme,
c'était quelque chose qui était quand même assez nouveau. Donc, on a eu toutes sortes de réactions, des réactions très positives. Alors, qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Alors, ce qui a été facile, c'était de démontrer la valeur de ce qu'on voulait réaliser. C'est vrai qu'on comprend tout de suite que faire le bilan carbone côté people, personne dans l'entreprise, capital humain, ça parle à tout le monde parce que voilà, c'est des enjeux importants, lutter contre les discriminations notamment, favoriser l'égalité des chances. Mais en même temps, c'était pas facile de convaincre sur le fait d'objectiver ces engagements diversité et inclusion par des données, notamment quand on va adresser des sujets liés aux origines, à l'orientation sexuelle, identité de genre, sur l'égalité femmes-hommes, le handicap, etc. C'était plus simple. Donc il fallait aussi avoir des personnes ouvertes qui étaient prêtes à s'engager et à regarder un petit peu quelle est leur maturité sur ces questions. Tu es une femme de développement. Alors comment développer une entreprise dont la création de valeur, et c'est ça qui est important, repose sur un véritable sujet de société? Il faut avoir déjà, je pense, une éthique assez forte à porter quand on défend avec un projet de société quand même à vocation capitalistique, un projet d'innovation sociale. Ça nécessite à la fois de s'imposer à soi-même aussi une approche de responsabilité forte. Nous, ce qu'on a voulu avec Mixity notamment, c'était d'avoir une véritable approche d'éthique dans la donnée, dans le traitement des données qu'on fait. Et puis aussi s'assurer d'avoir aussi des règles de performance qui sont celles de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Donc voilà, un double défi à la fois d'impact. La data, c'est clé. Hein. La data, c'est clé, c'est vraiment au cœur de notre modèle. Nous, notre objectif, c'est encore une fois d'utiliser les données RH des organisations pour sortir un score de maturité de la diversité et de l'inclusion. Et la donnée, ça peut résoudre des grands problèmes de société. L'innovation technologique, c'est de cet univers-là que je viens. Et j'en suis convaincue, peut être une façon de répondre, pas la seule, mais une façon de répondre aux grands enjeux de société aussi. Alors quand on parle d'innovation, tu as toujours des projets en tête. Quels sont les projets pour innover encore ces questions importantes d'inclusion sociale? Les projets, c'est au-delà de fonctionner avec une approche d'évaluer des organisations, l'objectif pour nous, c'est d'aller un petit peu plus finement dans l'analyse des comportements humains par rapport à l'impact qu'on peut avoir chacun sur ces enjeux d'inclusion. Parce que finalement, l'inclusion, c'est comment soi-même on perçoit les choses dans un environnement en interaction avec d'autres et comment on arrive à humainement et en termes de comportement chacun à adresser cet enjeu et faire en sorte d'être moteur de l'inclusion, donc de travailler vraiment sur les comportements, les individus et de les aider aussi à se situer sur du management inclusif ou du recrutement inclusif. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine depuis ces 5 dernières années ? Ce qui a changé, je pense que c'est une prise de conscience importante déjà. On l'a vu récemment avec des événements comme Black Lives Matter, MeToo, la crise du Covid aussi qui a replacé l'humain au cœur aussi des enjeux des organisations. Le fait aussi que la guerre des talents fait rage aujourd'hui. Hein. On est sur un marché de candidats et moins un marché de l'emploi. Et donc, toutes ces préoccupations de comment on assure une égalité d'opportunités et comment on va chercher aussi des talents en s'ouvrant à davantage de compétences, c'est important. Et donc les organisations, les entreprises notamment, ont compris que c'était un enjeu clé stratégique et pas simplement un nice to have ou quelque chose qui est un peu à la marge. C'est un enjeu capital pour les organisations d'aujourd'hui et de demain. Alors aller chercher des talents, pour toi, un talent c'est quoi ? Un talent, pour moi, c'est quelqu'un qui est fidèle à ce qu'il est ou à ce qu'elle est. Être fidèle à soi-même, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir du talent. On n'a jamais autant de talent que quand on est soi-même. Donc, oser être soi-même et faire en sorte que l'organisation encourage chacun et chacune à être soi, complètement soi, pleinement soi, sans gommer une partie de sa personnalité, de son parcours de vie, de son orientation ou autre. Pour moi, c'est ce qui fait vraiment qu'on peut être un talent et que tout le monde a des talents pour contribuer à un projet d'entreprise. Merci beaucoup d'avoir donné cette volonté, cette vision de la mixité que je dirais tout simplement vraie. Merci Sandrine. Merci.